Salut et bienvenue pour Film au Pif. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Film au Pif, et comme j'en ai un peu marre de répéter tout le temps la même chose à chaque début d'épisode, je vais essayer de vous le faire en mode très bref, étagère, film, piochage au hasard et petit résumé du film, histoire de vous donner envie de le voir. Bon, là c'est vrai que c'était très bref, mais je pense que l'essentiel y est. Et comme d'habitude, le petit pari qui va bien avant de piocher, et ce soir je vais parier que je vais piocher un Tarantino. Tiens, allez. Alors, on va voir si l'ami Quentin va nous porter bonheur, et ce soir je vais piocher, allez par là, et je pioche Christine. Yeah. Bon, c'est pas du tout un Tarantino puisque c'est un John Carpenter, mais ça va le faire. Eh ben c'est super, voilà la pluie, donc je pense que je vais être obligé d'interrompre le tournage et de le reprendre un peu plus tard. Ouais, là ça va être compliqué quand même. Bon, comme la pluie a pas l'air trop vénère, on va quand même essayer de tourner, mais j'espère que ça va pas trop gâcher la vidéo, parce que Christine c'est quand même un film auquel je tiens, donc ça m'emmerderait de gâcher la vidéo avec ça. Mais bon, je choisis pas, hein. Alors, Christine, film américain de 1983 et d'une durée de 2 heures moins le quart, donc 1h45. Et comme chacun sait, tiré d'un roman de l'immense Stephen King. Alors, même si vous avez jamais lu de bouquin de Stephen King, je pense que vous avez tous au moins une fois dans votre vie entendu son nom, puisque le type, ça fait plus de 40 ans qu'à chaque fois qu'il sort un bouquin, ça devient un best-seller qui est quasiment systématiquement adapté au cinéma. Donc vous avez au moins vu un de ses films, hein, que ce soit ça, que ce soit Cimetière, que ce soit Le Fléau, que ce soit Dead Zone ou encore Christine. Et donc là, ce soir, on va parler de Christine, réalisé en plus par le non moins légendaire John Carpenter. John Carpenter, à qui on doit quand même une tripotée de films devenus ultra cultes. Je pense notamment à New York 97, ou encore Invasion Los Angeles, ou encore Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin, ou encore, bien entendu, le cultissime, et que j'aime peut-être encore plus que Christine, The Thing, film qui est devenu légendaire avec le temps. C'est devenu l'un des plus grands films d'horreur de tous les temps. The Thing, qui est encore un film que j'ai pu traiter dans une précédente vidéo du Film au Pif, dont je vous mets le lien en description, en attendant qu'elle arrive sur cette chaîne. On va avoir fini de goûter Star Maracou. Au niveau du casting, on va avoir pas mal de visages. C'est insupportable. Désolé. Au niveau du casting, on va avoir pas mal de visages qui n'étaient pas connus à l'époque, dont certains le sont devenus plus tard. Je pense notamment à Alexandra Paul, qu'on a pu découvrir plus tard dans la série, bien sûr, Alerte à Malibu, où elle jouait la chef, un petit peu avec David Hasselhoff, bien sûr, c'était la chef des sauveteuses, et donc voilà, Alexandra Paul, qui était une des Miss Maillot de bain rouge de la plage de Malibu. Et puis dans le rôle principal, on va avoir Keith Gordon, dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps dans la vidéo sur la suite des Dents de la Mer, dans lequel il avait un petit rôle, mais là cette fois-ci il a le rôle principal. Je dirais même que c'est certainement le rôle de sa vie, puisque je ne crois pas qu'on l'ait beaucoup revu après dans d'autres films, en tout cas pas dans des premiers rôles. Au rayon des visages un peu plus connus, on va avoir Harry Dean Stanton, que tout le monde connaît sous le nom de Brett dans le tout premier Alien. Et puis on va avoir ce vieux dont je me souviens plus le nom, mais qui jouait dans un James Bond, il me semble. Vous savez, cette espèce de flic qui chiquait tout le temps. Je sais plus quel James Bond c'est, celui où la voiture fait une toupie sur le dos comme ça, avec un pont qui est cassé au milieu. Bon, je vous mettrai ça au montage, je me souviens plus comme ça de mémoire. Mais voilà, on va avoir ce personnage-là aussi, qui joue le chef du garage dans lequel le héros va aller garer sa voiture. Donc Christine. Et puis, bien entendu, Christine elle-même, la voiture, puisque là, il s'agit quasiment d'un personnage à part entière, donc je crois qu'on peut la mettre au rayon du casting, puisqu'il s'agit, je crois, d'une Plymouth Fury 1958, ce qui n'était pas le cas tout à fait dans le roman. Je me souviens plus du modèle dans le roman, mais je crois qu'ils ont eu du mal à trouver le modèle du roman directement, donc ils se sont dirigés vers un modèle qui s'en approchait le plus, donc une Plymouth Fury 1958. Au niveau de la musique, comme bien souvent chez John Carpenter, c'est lui-même qui compose ses propres musiques. Et là, encore une fois, c'est le cas. D'ailleurs, cette musique est extrêmement culte, elle est devenue culte, elle est géniale, et je sais pas comment expliquer, mais il arrive en quelques notes, à créer l'attention. Bien évidemment, c'est du synthétiseur de l'époque, mais ça se sent pas, ça fait pas musique datée, ça va très bien, elle est encore tout à fait efficace, cette musique. John Carpenter, c'est quand même un très bon, que ce soit à la réalisation, que ce soit à la musique. Il a tout compris du cinéma, ce gars-là. Mais il n'y a pas que la musique de John Carpenter dans ce film, puisque Christine, en fait, a un truc bien spécifique, c'est que dans sa radio, il n'y a que des tubes des années 50. Des tubes, je dis bien des tubes, donc des gros morceaux qui ont marché à l'époque des années 50. Chaque fois qu'on allume la radio dans Christine,
il y a que ça qui passe, que des tubes. Tu peux changer de chaîne, ça changera rien du tout. Il y a que des tubes des années 50. Et donc, de ce point de vue-là aussi, la bande originale est bien fournie. On va avoir plein de morceaux des années 50 qui sont ultra cultes. D'autant plus depuis qu'ils ont été dans ce film, puisque je pense que le film a aussi beaucoup contribué à relancer certains de ces morceaux, que ce soit dans des publicités ou dans des trucs qui rendent un peu hommage à Christine, ou même dans d'autres films. Bon, il y a beaucoup de morceaux qu'on connaît. On en a aussi entendu dans l'excellent film de George Lucas, son deuxième film, American Graffiti, qui était aussi une bande originale composée de morceaux des années 50. Mais là, c'est normal, puisque tout le film se passe dans les années 50. Là, dans Christine, ça provient systématiquement de la voiture. Le reste, on entend très peu de musique de l'époque des années 70, ce qui fait que le film n'est pas complètement daté, comme je vous disais, justement, il fonctionne encore aujourd'hui, puisque en dehors des musiques des années 50 qui proviennent de la radio de Christine, ce qui est volontaire, puisque la voiture elle-même date des années 50, donc les musiques vont avec elle, en dehors de ça, il y a la musique de John Carpenter pour meubler les scènes entre, et puis pour rajouter de la tension, bien entendu, mais c'est tout. On va avoir très peu de morceaux des années 70, ce qui fait que on a encore à peu près l'impression que ça pourrait se passer à notre époque, même si personne n'a de smartphone à la main. Ça, c'était un peu gratuit, mais je pense qu'il fallait le dire. À l'époque, ils regardaient devant eux, les mecs, et ils avaient leurs deux mains de libre. Ça, c'est fait. Alors, maintenant, on va passer à l'histoire du film. Le film commence dans une usine de voitures, donc de Plymouth Fury, dans les années 50. Et tout de suite, on va remarquer qu'il y a une voiture qui se démarque des autres sur la ligne de fabrication, puisqu'elle est toute rouge, alors que toutes les autres sont blanches. Vraisemblablement, elle aurait dû être comme les autres, donc blanche. Donc, tout le monde commence un petit peu à tourner autour de cette voiture, sans comprendre pourquoi celle-là, elle est rouge. Et elle va d'autant plus attirer l'attention que, à un moment donné, lorsqu'un mécano est en train vraisemblablement de travailler sur le moteur, il va se voir éclater la main par le capot qui va retomber comme ça, sans explication, sur sa main, donc lui exploser la main. Donc là, déjà, le contremaître, ça va lui mettre la puce à l'oreille, il va s'approcher encore plus de la voiture, il va même monter dedans pour voir si tout est normal. Il va allumer la radio, il va y avoir un morceau de musique des années 50, normal jusqu'ici, me direz-vous, jusqu'au moment où il va laisser tomber la cendre de son cigare sur la banquette avant, puisqu'à l'époque c'était des banquettes à l'avant des voitures. Et là, un petit peu plus tard, le directeur vraisemblablement de l'usine va le retrouver mort à l'intérieur. Encore une fois, sans aucune explication. Donc déjà, ça met un petit peu la puce à l'oreille tout ça. Petit saut dans le temps pour se retrouver plus d'une vingtaine d'années plus tard, donc à la fin des années 70, où on va découvrir les deux protagonistes principaux du film. Mais il y a encore de la flotte sur cet arbre? Force de s'égoutter là? Je le fais exprès là. Petit saut dans le temps pour se retrouver plus d'une vingtaine d'années plus tard, donc à la fin des années 70, où on va découvrir les deux protagonistes principaux du film, à savoir deux lycéens, dont un semble être plus ou moins la mascotte de son lycée, beau gosse, il est footballeur américain, toutes les filles lui sourient dans les couloirs du lycée, enfin bon, vous avez compris, c'est le gars dans le coup quoi. Et puis le deuxième qui est plutôt tout le contraire, c'est-à-dire un adolescent pas très bien dans sa peau, pas très beau, avec des lunettes, les cheveux gominés, le profil même du geek quoi, un petit peu avant l'heure, et qui suit partout l'autre, puisque c'est son meilleur ami, et je dirais même que c'est son seul ami, vraisemblablement. Et ça va se vérifier pas longtemps après le début du film, puisque lors d'une scène au lycée, où le premier, le beau gosse, est en train de chercher son pote, on va lui expliquer qu'il est coincé à l'atelier de mécanique par un autre type, on va dire cette fois-ci le méchant du lycée, Body Repperton, c'est presque le seul nom que j'ai retenu du film, qui est le gars qui a rien d'autre à faire de sa vie que d'emmerder tout le monde, histoire de faire savoir que lui, il faut le respecter. Donc il se fait respecter par la force. Je pense qu'on en connaît tous un comme ça. On en a tous eu un dans une ou plusieurs classes. Vous voyez à peu près, vous avez un visage à mettre dessus, quoi, je pense. Et donc ce gars-là, il sait pas quoi faire d'autre pour faire le malin devant ses potes que d'emmerder le petit Arnie Cunningham, si j'ai retenu ce nom aussi. Donc Arnie Cunningham, c'est le petit geek, celui qui est pas très beau et tout ça, qui est donc assez crevette aussi et qui peut pas trop se défendre. Et là, ce gars-là, il a décidé de l'emmerder parce que il aime pas sa tronche et que voilà, c'est sa tête de turc, on va dire, à l'atelier. Et pour faire le malin devant toute sa clique de potes, parce qu'il y a toujours des suiveurs, il va l'emmerder, le menacer, même avec un couteau de cran d'arrêt. Et donc, son meilleur ami, Arnie, il va arriver là et puis il va essayer de faire comprendre à l'autre que il pourrait lui foutre la paix quand même. Ce serait pas mal aussi. Ça va, on a compris. T'es le roi, t'es le caïd du lycée, vas-y, laisse tomber. Mais l'autre, il veut pas. L'autre, il a décidé que c'est quand lui décide d'arrêter qu'il arrêtera quoi. On va pas lui expliquer ce qu'il a à faire. Et même quand le prof de mécanique va arriver dans l'atelier, histoire de calmer tout ce petit monde,
il va continuer à lui tenir tête. Il va falloir que le prof le menace, carrément presque physiquement, pour lui expliquer que maintenant ça suffit et il va arrêter ses conneries parce que sinon c'est directement chez les flics. On retrouve donc Arnie et Dennis, ça y est, ça m'est revenu. Dennis, c'est le beau gosse. Un petit peu plus tard après ça, donc à la fin de la journée, de la première journée de lycée, puisque c'était la rentrée, et qui sont en train de rentrer chez eux. Donc Dennis, c'est celui qui a la voiture, et Arnie, bah, c'est celui qui a pas grand-chose, puisque en plus de ça, a priori, ses parents sont assez stricts. Donc Dennis ramène son pote chez lui, et essaye de lui faire comprendre quand même que bah, il faudrait qu'il essaye de travailler un petit peu sur son look, qu'il essaye aussi de s'intéresser aux filles, parce que bah, maintenant ils arrivent en dernière année de lycée, et ce serait bien pour lui bah, qu'il passe en mode dépucelage, quoi. Hein. Ce que Arnie n'a pas l'air trop prêt à faire, puisque bah, il sait très bien qu'il n'a pas beaucoup de succès avec les filles, et il n'a pas l'air prêt à se prendre râteau sur râteau pour essayer de choper des nanas, quoi, on va dire. Donc ça l'emballe pas trop. Et c'est lors de ce trajet de retour qu'ils vont passer devant une vieille maison, où Arnie va apercevoir pour la première fois Christine, donc la voiture du film, donc qui est en mode carcasse dans un jardin, mais genre toute délabrée avec de l'herbe qui pousse partout, un petit peu partout, dans les roues, dans les jantes, dans les pare-chocs et tout ça, tout rouillé, les vitres cassées, tout ça. Et pourtant, il va avoir le coup de foudre immédiat. Il va donc demander à Dennis de s'arrêter, de faire demi-tour pour aller la voir de plus près. Et là, il va pas pouvoir s'empêcher de s'approcher de la voiture, de monter au volant. Et c'est à ce moment-là qu'un vieux, certainement le propriétaire de la voiture, va s'approcher d'eux pour leur dire qu'elle est à vendre. Arnie, ni une ni deux, va tout de suite lui demander combien il la vend parce qu'il est prêt à mettre la somme qu'il faut pour acheter cette voiture. Il est complètement sous le charme et c'est celle-là qu'il veut. D'autant qu'en plus, il s'est inscrit à l'atelier de mécanique, donc il va se la retaper, il n'y a pas de problème. Et là, le vieux lui explique que bah, cette voiture, elle est un peu spéciale puisque c'était la voiture de son frère et que son frère a eu plusieurs fois des histoires avec. Hein. Notamment, il a eu un grave accident, je crois même qu'il s'est tué avec. Sa femme est morte aussi dedans. Sa petite fille y a été retrouvée morte aussi. Donc, cette voiture est un peu spéciale. Mais ça freine pas Arnie, et Arnie, il a l'air décidé à l'acheter. Donc, il claque un petit peu tout l'argent qu'il a mis de côté pour ses études dans cette voiture. Et même si son pote Dennis va à peu près tout mettre en œuvre pour le dissuader de l'acheter, Arnie, lui, il a décidé qu'il allait se payer cette bagnole. Hein. Peu importe ce qu'en pense son meilleur pote. Pour une fois qu'il se paye quelque chose, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et personne n'aura d'argument pour l'en dissuader. D'ailleurs, le petit vieux va expliquer à Dennis que lorsque son frère a ramené cette voiture à la sortie d'usine il y a une vingtaine d'années, il était pareil, dans le même état. Il n'avait Dieu que pour cette voiture. Et même malgré ce qui s'est passé, les malheurs dans sa famille et tout, ce gars-là a continué à être fidèle à cette voiture. Hein. Donc comme si cette voiture était une personne à part entière et qu'il en était amoureux. Et il arrive la même chose à Arnie. Sauf que quand Arnie va rentrer maison avec la voiture et expliquer à ses parents qu'il vient de l'acheter, comme je vous ai expliqué un petit peu plus tôt, ses parents, ils sont plutôt stricts, là, ça va clasher. Hein, ils vont pas être d'accord du tout. Pour d'abord d'une qui se soit payé une voiture sans qu'il y ait avant une consultation familiale, chose à laquelle Arnie va répondre que jusqu'à maintenant dans sa vie, il y a eu des consultations pour tout ce qu'il voulait faire à chaque fois, et qu'à chaque fois il se retrouve avec deux voix contre une. Donc pour une fois, il se paye une voiture et il l'a décidé lui, et peu importe ce qu'en pensent ses parents. Mais du coup, bah, ses parents, ils sont pas d'accord pour qu'il la garde à la maison. Donc, ils vont lui faire comprendre qu'il faut que cette voiture dégage et très vite. Et en plus, au passage, Dennis va se faire engueuler comme quoi, bah, il aurait pu essayer de l'empêcher de l'acheter. Même s'il a tout fait pour. Arnie va donc pas avoir d'autre choix que d'emmener Christine chez Darnells. Alors, Darnells, c'est un garage, vous savez, ce genre de self-made garage où on répare soi-même sa voiture. C'est le garage du coin, et donc il va amener sa voiture là-bas, parce qu'il n'y a que là-bas où on va accepter de lui parquer, quoi. Et puis il va commencer à la réparer, à bricoler dessus, et s'arranger un petit peu avec Darnells, donc le patron du garage, pour voir s'il peut prendre quelques pièces par-ci par-là, histoire de réparer Christine. Darnells, qui est assez bourru comme gars, hein, va quand même accepter le truc, et en échange d'un petit coup de main dans le garage, il va même un petit peu lui proposer du travail. Ce que Arnie va finir par accepter. Donc Arnie va commencer à travailler dans le garage de Darnells et pouvoir retaper Christine à peu près gratos, quoi. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à percevoir quelques changements chez Arnie, puisque déjà il va commencer à ne plus mettre ses lunettes, à se coiffer différemment, à s'acheter des fringues un peu plus tendance pour l'époque. Donc apparemment le fait d'avoir acheté Christine, ça lui a fait du bien, déjà physiquement. Il commence un petit peu à se libérer, on va dire, et à ressembler à quelque chose, quoi. Quelque chose qui pourrait éventuellement plaire aux filles. Et ça va assez vite se vérifier, puisque lors d'un match de foot américain que doit disputer Dennis, on va voir arriver Arnie avec Christine, flambante neuve. Donc apparemment il a fini de la retaper, elle est nickel, comme si elle sortait d'usine. Mais en plus de ça, il va arriver avec la plus jolie fille du lycée,
celle que depuis le début du film, tout le monde essaye d'approcher, mais qui est quand même assez froide comme fille. Hein. C'est une fille plutôt étude, elle est pas là pour les mecs, et là, bah, pour le coup, Arnie, lui, il a réussi à se la sortir, on va dire, puisque devant tout le monde, ils vont s'embrasser à la surprise générale, que ce soit la surprise de Dennis qui est sur le terrain, ou à la surprise de Buddy Repperton, donc le méchant, et de tous ses potes qui sont dans les gradins, qui vont un peu halluciner en voyant ça. Déjà en voyant le look de Arnie, en voyant sa voiture, et en voyant la fille avec laquelle il est. D'ailleurs, Dennis, à ce moment-là, va tellement être distrait par ce truc-là qu'il va se faire cartonner sur le terrain, et il va finir avec une commotion cérébrale, une jambe pétée, etc. Donc, hôpital direct pour Dennis. Sauf que, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, Buddy Repperton et ses potes l'ont remarqué. Et ça va pas leur plaire du tout. Donc, dès la nuit suivante, Buddy et ses suiveurs ne vont rien trouver de mieux à faire que de se rendre chez Darnells, au moment où le garage est fermé, pour aller exploser Christine. Genre exploser. Ils vont même déféquer sur le tableau de bord. Donc ils vont tout péter la voiture, dans tous les sens. Elle est plus bonne à rien, la voiture. Déjà, dans l'état où elle était au tout départ, c'était pas terrible, mais là, carrément, il n'y a plus grand-chose à en espérer. Ça va donc mettre Arnie au plus mal et créer une méga tension entre lui et ses parents, puisqu'il va carrément leur reprocher que ça serait jamais arrivé s'il avait pu garer sa voiture dans leur précieuse allée. Au lieu de ça, il a été obligé de trouver une solution B, donc la mettre chez Darnells, et ce serait à cause d'eux que sa voiture a été explosée. Dans une scène en plus qui fait un petit peu hommage à La Fureur de vivre avec James Dean, à un moment donné où James Dean, avec son blouson rouge, col relevé, chope son père dans le col pour lui faire comprendre que maintenant l'autorité parentale, bah, c'est fini, il a grandi, il est adulte, il devient adulte, et voilà. On a donc à peu près la même scène de ce côté-là. C'est, on va dire, pratiquement la même, presque un copier-coller, puisque là, Arnie, blouson rouge, col relevé, va choper son père dans les escaliers et lui expliquer, là mec, tu vois, c'est fini. Si j'ai envie, c'est moi qui t'en colle. Mais ça va aussi atteindre son couple avec Alexandra Paul, puisque elle, depuis le début, elle n'aime pas trop cette voiture. Il y a déjà eu 2-3 trucs qui se sont pas très bien passés, dont une fois dans un cinéma drive-in, où, inexplicablement, une fois qu'elle s'est retrouvée toute seule dans la voiture, la lumière est devenue super claire, la radio s'est allumée avec un tube des années 50, et elle a commencé à s'étouffer avec le sandwich qu'elle était en train de bouffer. Arnie, qui a essayé de la sortir de là, mais qui n'a pas réussi, puisque c'est un voisin de voiture qui a réussi à sortir Alexandra Paul de la bagnole et à lui faire recracher le truc avec lequel elle était en train de s'étouffer, ça avait déjà créé une petite tension, mais là cette fois-ci, le fait que la voiture se soit faite exploser, Arnie va péter un câble, et puis rejeter aussi un petit peu la faute sur Alexandra Paul, puisque depuis le début, elle aime pas cette voiture, donc il estime que c'est ce qu'elle voulait. Donc là, ce coup-là, on commence à vraiment ressentir les changements dans la personnalité de Arnie, qui jusqu'ici semblait s'épanouir, mais là, il commence à vraiment aller un petit peu trop loin. Hein, c'est-à-dire qu'il devient méchant et presque il se transforme en loupard, quoi. Apparemment, ce serait sous l'influence de la voiture. En tout cas, c'est ce que Dennis et Alexandra Paul commencent à penser. Donc Arnie, ne pouvant se résoudre au fait que sa voiture est définitivement foutue, va entreprendre encore une fois de la retaper. Et c'est là que va arriver la fameuse scène où la voiture va se réparer toute seule. Donc on va voir la voiture se regonfler en quelque sorte, et je dis pas ça pour rien, puisque en fait, pour la petite anecdote, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait donc pas d'image de synthèse, et que ils ont dû trouver des subterfuges pour réussir à faire ces effets-là, de la voiture qui se répare toute seule. Ils ont donc en fait filmé à l'envers avec un système de vérin à l'intérieur de la voiture qui compresse la voiture, un petit peu comme ça, et en fait, ils ont repassé la bande à l'envers, donc on a l'impression que la voiture se regonfle, se reconstruit, se remet nickel, les vitres se recomposent, tout se recompose, mais c'est vraiment super bien fait, quoi. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, quand on regarde le film, on se dit « Waouh, mais comment ils ont fait ?» Alors, plus besoin de vous poser la question, puisque je viens de vous le dire, mais il fallait y penser à l'époque. C'était quand même assez ingénieux. Aujourd'hui, 3 coups d'image de synthèse et le problème est réglé. Mais là, vu l'époque, c'est encore du practical, donc des effets réalisés en réel sur le plateau de tournage, et personnellement, c'est ce que je préfère, puisque on voit bien qu'avec le temps, ça vieillit quand même vachement moins que les effets numériques, quoi, hein, donc les images de synthèse et tout ça, puisque si on regarde des films du début des années 2000, le côté image de synthèse, ça se voit beaucoup. L'incrustation dans l'image et tout ça, ça pique les yeux. Alors que là, pas de problème d'incrustation dans l'image, puisque la voiture y est réellement. Donc j'espère qu'on va finir par abandonner un petit peu les images de synthèse à tout va pour revenir à plus d'effets en practical. Et je pense qu'on est en train de s'y diriger tout doucement. J'espère. Et donc, dès la nuit suivante, la vengeance va s'obtenir, puisque tous les membres du groupe de Buddy Repperton vont se faire décimer par une Christine en mode Fury, donc le véhicule porte bien son nom, avec des plans hyper iconisés et hyper cultes, où la voiture est en flammes, et continue à pourchasser les mecs jusqu'à ce qu'ils crèvent tous. Voilà. Mais genre, ils crèvent salement. Il y en a même un qu'on va ramasser à la pelle. Hein, c'est le flic qui va dire ça à Arnie, ce à quoi il va d'ailleurs lui répondre, c'est bien comme ça qu'on ramasse la merde d'habitude, à la pelle.
Donc à partir de là, je vais m'arrêter pour vous laisser une chance de découvrir la fin du film et d'avoir quelques surprises. Mais bon, là, on a vraiment affaire à un film ultra culte, ultra maîtrisé en plus. Il faut savoir que John Carpenter a fait certains choix qui sont hyper payants, comme notamment d'insuffler la peur par la lumière, ce qui est d'habitude l'inverse dans les films d'horreur. Même si là, Christine, c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est plus un film fantastique, c'est pas vraiment gore, mais bon voilà, on va classer ça dans la catégorie fantastique. Les codes sont un petit peu les mêmes que dans les films d'horreur, où d'habitude, pour insuffler la peur, on éteint les lumières se coupent dans les couloirs, par exemple, ou on joue avec les ombres, ou des choses comme ça. Là, cette fois, John Carpenter prend le parti pris de tout éclairer, de tout suréclairer, que ce soit à l'intérieur de la voiture, ou que ce soit les phares, où il a choisi, je crois même, de mettre des phares surpuissants, histoire que vraiment, en plus avec les objectifs anamorphiques, vous savez, ces objectifs qui font des traits de lumière comme ça, je crois que J.J. Abrams en est fan, notamment dans sa trilogie des Star Trek ou dans les nouveaux Star Wars, il y a toujours ce qu'on appelle des lens flares, donc des traits de lumière comme ça, des reflets un petit peu. C'est l'objectif anamorphique qui crée ces reflets-là. Et là, John Carpenter en use et en abuse, mais pour notre plus grand plaisir, avec ces lumières surpuissantes qui vont faire des traits comme ça au milieu de l'image et qui vont générer en plus une certaine frayeur. Donc on sait qu'à partir du moment où on va voir ces phares surpuissants, il va se passer quelque chose de pas cool. En tout cas pour les protagonistes qui sont pourchassés par Christine. On en arrive au moment de mettre une note à ce film, et là, encore une fois, vous l'avez compris, ma note, elle va être plus, puisque je vais carrément lui mettre un 19. Vous savez que je peux pas monter jusqu'à 20, à part pour le Seigneur des Anneaux, ça, je le répète assez souvent. Mais là, bon, la perfection est vraiment pas loin. La preuve, c'est que plus de 40 ans après ce film, il est encore tout à fait regardable. Il est même recommandé de le voir, puisque c'est vraiment un très bon film, même encore comparé à ce qui se fait aujourd'hui. Ce film est super efficace, il fonctionne parfaitement. Tout y est. Alors évidemment, il y a un petit retour en arrière au niveau de l'époque, que ce soit dans les fringues, comme dans les dialogues, ou même les voitures, mais ça passe très bien, ça passe au moins aussi bien que dans Retour vers le futur, quand on retourne dans les années 50. Bon ça marche à peu près de la même manière, tout marche bien, c'est une sorte de voyage dans le temps si on veut de ce point de vue-là, mais sinon le film est vraiment très bon. On pourrait même le réadapter aujourd'hui avec les moyens d'aujourd'hui, les voitures d'aujourd'hui et tout ça, ça fonctionnerait encore. Mais franchement, j'espère qu'ils n'auront pas l'idée de le faire. Il me semble qu'ils ont l'idée de le faire déjà. Il me semble qu'ils sont en train de le refaire. Mais j'en vois pas vraiment l'utilité parce que ce film-là, il fonctionne encore très bien. Je vois pas l'utilité de sortir un remake. Je pense qu'il ferait mieux de ressortir directement ce film en salle. Personnellement, j'irai le voir puisque bien évidemment, à l'époque, j'ai pas eu l'occasion d'aller le voir en salle. En 83, j'étais vraiment pas très vieux. Donc c'était pas possible. Mais c'est un de mes regrets. J'aurais vraiment voulu découvrir Christine sur grand écran. Ça doit être génial. Bon voilà ce que je pouvais vous dire sur l'excellentissime et cultissime Christine de John Carpenter, adapté du roman de Stephen King, roman éponyme, puisque le roman s'appelle aussi Christine. Je vois pas ce que je pourrais vous dire de plus. Maintenant, à vous de découvrir le film, et très honnêtement, je vous le conseille fortement. Je pense que c'est un film qu'il faut avoir vu. Si on a envie d'avoir une espèce de, un bagage cinématographique, Christine doit obligatoirement en faire partie, au même titre que The Thing d'ailleurs. Ce sont des films qu'il faut avoir vus, ça fait presque partie du cahier des charges quand on veut voir des films au cinéma, il faut avoir un certain bagage, et ces deux-là, ils en font partie, comme les Indiana Jones, comme les Terminator, comme les Retours vers le futur, comme énormément de très bons films. Évidemment, ça fait beaucoup de bons films à regarder pour tous ceux qui les auraient pas vus. Moi, j'ai eu la chance de les découvrir un petit peu tout au long de ma jeunesse et tout au long de ma vie, et mais quand ils sortaient, à la limite. Mais bon, moi, je pense que pour tous ceux qui veulent rattraper un petit peu le retard qu'ils auraient cinématographiquement, Christine, il faut le voir. Honnêtement, il faut le voir. Il y en a peut-être d'autres, c'est moins la peine, mais Christine, il faut absolument qu'il en fasse partie. Je pense que vous le regretterez pas. Je voudrais aussi signaler que je me suis pas mal embêté sur cette vidéo à cause de la pluie, du vent qui fait tomber les gouttes des arbres sur la caravane, tout ça. Donc ça a été assez pénible. Je pense que vous en entendez encore 2-3 qui tombent. Ça a été assez pénible de tourner cette vidéo. J'ai été pour la première fois obligé de la tourner en 2 fois. Parce que il s'est mis à flotter pendant plus de 24 heures sans s'arrêter, et donc là j'ai été obligé d'arrêter et de reprendre le lendemain soir. J'espère que ça se verra pas trop, et j'espère que ça aura pas brisé la continuité de la vidéo, parce que franchement Christine, ça m'aurait vraiment emmerdé de pas pouvoir finir cette vidéo et de pas pouvoir vous en parler. J'adore ce film et il fallait que je vous en parle de toute façon un jour ou l'autre. Donc cette fois c'est fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler, à commenter, donner votre avis sur le film pour ceux qui l'ont vu, et puis sur la vidéo aussi, tant qu'à faire, n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas à pousser aussi, parce que ça c'est important pour que la chaîne grimpe, et de plus en plus, on va dire, de succès et grandisse. N'hésitez pas non plus à cliquer sur la cloche pour être prévenu de tous les vidéos à venir, et quand elles sortent et tout ça.
Enfin bref, toute la rengaine habituelle que vous connaissez déjà par cœur. Et là, vu que la pluie commence à retomber, je vais donc devoir m'arrêter et vous dire à bientôt pour un prochain numéro du Film au Pif. Tchou!